Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans cet épisode exceptionnel, le dernier de l'année, j'ai voulu marquer l'occasion avec un récit riche en rebondissements, aussi drôle que touchant. Rabia est une narratrice hors pair, vous verrez. Donc dans cet épisode, Rabia, qui est la doyenne du podcast, nous raconte sa naissance et son enfance en France, puis son adolescence passée en Algérie, où la condition des femmes a provoqué chez elle une rage de vivre et de liberté que personne ne pouvait éteindre. Le décès de son père, protecteur et voulant le meilleur pour ses filles, la pousse à revenir en France. Elle savoure sa liberté et réalise un de ses rêves, et cela implique un certain Elvis Presley. Merci Rabia pour ce témoignage fabuleux, je pèse mes mots, et un grand bravo. Quant à vous qui écoutez et soutenez ce podcast depuis maintenant 1 an, j'aimerais vous remercier de m'encourager à continuer. Ce n'est pas facile tous les jours, mais quelle fierté de libérer cette parole taboue et de rencontrer tant de femmes merveilleuses. Passez de belles fêtes et rendez-vous en janvier. Bonne écoute à tous. Je m'appelle Rabia, c'est-à-dire Rabia. Hein. Je suis née en 1952, accrochez-vous, j'ai 73 ans. Mais dans ma tête, j'ai 16 ans, rassurez-vous. Et donc, je suis née à Lyon en 1952. Mon papa, en Algérie, il a compris que ses futurs enfants, il n'avait pas d'enfants encore, il s'était pas marié, n'iraient pas à l'école parce que on était traités comme des sous, enfin, voilà, on n'était pas des personnes vraiment. Donc, il a enlevé ma mère, il s'est marié avec elle et il l'a enlevé envers et contre la famille qui voulait pas leur pauvre fille qui partait. Et il l'a amenée en France, il a dit au moins mes enfants, eux, ils iront à l'école. Il était très jeune quand il a fait ça. Donc, il a enlevé ma mère, vous savez, avec la charrette en bas de la maison. Et ma mère, la pauvre, elle est partie avec des robes à paillettes. Bien sûr, il fait beau en Algérie, c'est magnifique. Mais là-bas, ils sont arrivés à Lyon, dans les bidonvilles. Elle est tombée malade, ma mère, parce qu'elle avait froid. Elle savait pas parler français. Mon père, il parlait un peu sûrement. Il a trouvé tout de suite du travail dans les usines Saint-Gobain. Et tout de suite, il est monté en grade, c'est-à-dire que sa situation s'est améliorée. Donc, il y a eu mon grand frère qui est arrivé, ensuite mon deuxième frère, Abdelkrim, qui est né. Ensuite, c'est ma grande sœur Fatima qui est née. Et ensuite, moi, je suis arrivée. Ma petite sœur Farida en était donc 5. Et donc, on avait un appartement avec 3 chambres. On était bien. Nous sommes les premiers à avoir la télé, donc on recevait tous nos voisins. J'avais une voisine juive avec qui on s'entendait très bien. Et en face, j'avais Madame Regaldo, qui était portugaise, avec qui on s'entendait très bien. C'était vraiment, c'est resté une cité, d'ailleurs, elle est toujours impeccable, quand même. Et donc, voilà, on a vécu comme ça à Lyon. Et ensuite est arrivé le FLN. Ils ont contacté mon papa en France. Il y avait des réunions à la maison, dans la salle à manger, et des mecs qui venaient, ça fumait. Et nous, on était tout petites, on regardait, on savait pas ce qui se passait, on savait pas. Et donc, un jour, ils l'ont attrapé. Ils l'ont pris et ils l'ont emmené directement en Algérie, à Betiwa, là où il vivait. Il a été emprisonné à Betiwa. Ça, il a disparu de ma vie. J'avais 7 ans et il est resté en prison 3 ans. Et nous, en France, soudain, on n'avait plus de papa, mais on faisait tous des études bien. Voilà, mon grand frère et vous savez qui nous a aidés? C'est l'école. Le surveillant général du lycée où était mon grand frère, il venait voir ma mère savait pas parler français, tout le monde a aidé ma mère. Le monsieur qui habitait en bas, monsieur Athias, il nous avait acheté des robes, je me rappelle des petites robes bleues à pois blancs.
Mais j'adore, j'aimerais retrouver cette robe, je voudrais la reporter et on avait monsieur Regaldo, enfin, mmh, bon, mon père a disparu de chez nous, mais voilà, je sentais qu'on était différents, hein, parce que ma mère parlait avec l'arabe, mais mon père parlait un peu le français, puis il comprenait pas bien quand on ramenait les bulletins de notes et tout ça. Il y a un prof qui avait écrit: «J'étais fantaisiste». Ça vous étonne, hein? Ça a fait une peur bleue, hein, de mon père. C'était vraiment, voilà. On peut pas dire qu'on s'aime, nous, dans les familles arabes, hein, surtout pas. Mais j'ai changé, hein, maintenant. Je dis à tous ceux que je vous aime. Je le dis sans arrêt. Enfin bref. Et voilà qu'un jour, alors je vous raconte ça, ça me fait toujours pleurer, hein. Euh, la nuit. Alors ma mère tous les soirs, elle nous avait mis un petit drapeau algérien et elle nous disait Tahia Jazair. On le disait Tahia Jazair. Voilà. C'était, on savait qu'il y avait quelque chose d'autre ailleurs, mais que nous on n'était pas vraiment de là. Mais moi j'étais heureuse, j'étais alors une rigolote, hein, j'adorais l'école, j'adore l'école. Et enfin voilà. Et donc un jour, ah ben une nuit, il y a des flics en civil qui sont arrivés. Je revois l'image, je l'ai imprimée dans la tête, hein, j'étais toute petite. Et ils interrogeaient ma mère et puis ils ont réveillé mon frère. Il était jeune aussi, le pauvre, il avait quand même encore CM2 peut-être. Ils l'ont réveillé, il était pieds nus, j'ai cette image. Et il était devant ces hommes-là qui l'interrogeaient, qui lui disaient tu as des amis, tu connais dans la résidence. On avait. Il y avait Monsieur Kébir qui était derrière et Monsieur Tamsaoud. C'était eux qui faisaient le FLN, quoi. Mais nous, on savait rien. Alors, et ma mère, elle lui dit non, non, il comprend rien, il sait rien. Elle savait dire que ça. Ils rentrent dans la chambre, ils ouvrent les armoires. Alors ma mère, à faire le ménage, je le fais encore comme elle m'a appris. Tout bien plié, tout bien repassé et tout. Ils ouvrent, alors écoutez bien, ils ouvrent les armoires et ils disent, écoutez bien, on l'a entendu pendant des années celle-là. La maison de Gaulle n'est pas aussi bien tenue que la vôtre. Ma mère, elle nous l'a sorti sans arrêt. Et ils ont soulevé le matelas, j'étais dans le matelas, mais tout en boule, toute petite. Et je suis tombée. Et j'ai allumé, et la lumière s'est allumée, j'ai ouvert mes yeux, je voyais ces grands hommes en noir. Ah, il dit à ma mère, alors, c'est votre fille? Et ma mère, elle savait même pas quoi répondre, elle avait peur, elle voulait prévenir les gens qu'il y a les flics qui allaient passer. Mais enfin, voilà, j'ai ce souvenir qui m'est resté intact. Donc ça, c'est une nuit comme ça qui est gravée dans ma tête. Et est arrivé le jour, alors, un jour, on dormait toutes les trois dans un lit, Fatima, Farida et moi. Et la lumière au plafond s'est allumée de nuit. Et on a vu un visage penché sur nous. On voyait pas trop bien qui c'était. C'était mon père. Et il disait, ah ouais, j'ai presque envie de pleurer là. Elle, c'est Fatima. Elle, c'est Farida. Et elle, c'est Rabia. Comme ça, il est revenu mon père. Mais alors, il est revenu. Il a vécu des choses terribles, hein. Il était plus le même. Il était très violent. Et pas avec nous. Les filles, il nous a préservés, mais il frappait mes frères. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais voilà. Et donc, il retourne aux usines Saint-Gobain pour reprendre son travail. Il était très haut placé, hein, dans les usines. Ça va, il avait obtenu un très beau poste. Et on lui a dit, ah non, monsieur Taïdousti, vous avez combattu la France. Ah bon? Alors lui, il voulait tellement qu'on continue nos études. Moi, j'allais rentrer en sixième. Fatima y était déjà, Abdelkrim, Mortal, qui était au bac, tout ça. Il a dit, bah, tant pis, vous savez ce qu'il a fait? Cantonnier. Les gens, quand je leur dis cantonnier, ils savent même pas ce que c'est. Il dit casser la glace. Il était complètement meurtri par la prison et tout ça. Il est allé travailler comme ça dans la rue, faire un travail très difficile. Bon. Et puis, il était trop mal pour continuer à travailler, tout ça. Alors, un jour, c'était en juillet 64, je crois, on dirait. Juillet 64, il nous a dit, on rentre au pays. Maintenant que le pays est indépendant, on rentre chez nous. Oh, j'étais contente. Parce que moi, l'Algérie,
c'était tout ce qu'il n'y avait pas en France, à savoir le ciel bleu, les oranges qu'on nous envoyait quand même. Et je pensais qu'ils avaient des talons, les filles, elles avaient des talons roses. Je voulais des talons de couleur. J'ai bien compris quelle couleur j'allais trouver. Mais enfin, j'étais là, on est rentré. Alors, on est rentré un 14 juillet. On est parti un 14 juillet. Allez, hop, on a tout embarqué, tout ça. Et on allait rentrer au pays. Tout va bien. C'est bien. On y va. On arrive à Oran, parce que ma famille est de Bétiwa. C'est un petit bled à côté d'Arzeu. Arzeu, c'est la ville où il y avait les usines de liquéfaction de gaz. Et on descend du bateau. On était contents. Il faisait doux. C'était magnifique. Et il y a mon oncle, le frère de ma mère, qui lui dit, t'as pas mis un voile? Nous, on savait même pas ce que c'était. Nous, on était arrivés, on était habillés un peu comme Brigitte Bardot, hein. Et, vous savez, les pantalons fuseaux. Je vous jure, quand je pense que j'ai vécu, des pantalons fuseaux turquoise, s'il vous plaît, un petit haut mignon, et des chapeaux. Brigitte Bardot, hein. On était trois filles, alors je vous imagine pas. C'est vrai, l'Algérie. C'est mieux. Alors, ma mère, elle a dû ouvrir les malles sur le quai. Elle a ouvert les malles pour sortir un drap. Parce qu'elle non plus, elle était plus là-dedans, hein. Elle avait les robes arabes, bien sûr, mais ça faisait très longtemps qu'elle était en France, donc c'est fini, les robes arabes. Au bout d'un moment, elle a commencé à s'habiller un peu à l'européenne. Mais c'était pas un souci pour nous, hein. Mon père s'était battu pour ce pays. On savait rien de l'Algérie, hein, mais on savait que mon père avait souffert pour ce pays. Donc, moi, j'étais très fière de mon père, en tout cas. Et tout l'argent, vous savez, les femmes, quand elles se marient là-bas, elles doivent acheter que la vache boulahia, enfin, tu sais, elles ont juste une petite, c'est au cas où les maris les rejettent, elles ont un peu d'argent pour vivre, parce que les femmes qu'on rejette. Et mon père a été très précurseur là-dessus. Il a épousé ma mère qui avait déjà un enfant d'un autre mariage. Mais un jour, oui, oui, il était déjà différent, hein, des autres. Un jour, le premier mari de ma mère, il est rentré, elle avait 14 ans. Elle se balançait, elle avait son ventre énorme, elle est enceinte, elle se balançait la balançoire. Il lui a dit, elle retourne chez ta mère. Et voilà. Et c'est ma grand-mère qui a proposé à mon père, elle lui a dit, tu sais, cette fille, elle est bien et tout, mais son mari, elle est trop jeune, voilà. Et il l'a épousée, quand même. Voilà. Donc déjà, c'était quelqu'un d'ouvert, mais très violent, très terrible, terrible. Voilà. Alors donc on arrive, ma mère elle met ce truc sur le... Et puis nous on était contents, on avait plein de cousins. Alors qu'en France on n'avait rien comme cousin. Là-bas c'était tout le village qui nous connaissait, ils venaient nous voir et nous, on parlait que français bien sûr. Mon père a cherché un endroit, il voulait nous inscrire pour nos études et il y avait encore le lycée Pascal à Oran. C'était un lycée français mais c'était mélangé, on pouvait y aller. Et donc, il nous a inscrits dans ce lycée et on a habité une tour à côté du lycée. On habitait le 11e étage. On est arrivé, déménagement, tout ça. J'ai rencontré ma grand-mère, j'ai rencontré des cousines qui nous regardaient. Mais on était habillés à l'européenne. Vraiment, il n'était pas question, je sais pas. Il y avait même pas de souci de, il va falloir que, non, 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 rien du tout. Mais voilà. Donc, un jour, je monte, on était au 11e étage, et je regarde, et puis je vois des jeunes garçons, pas filles, mais j'ai pas remarqué, hein, des garçons qui étaient en bas. Alors j'ai dit à mes sœurs, ah ben je descends, on va faire connaissance. Je suis que comme ça, moi, j'aime faire connaissance, hein. Je descends, et me voilà en train de parler, puis soudain, je vois mon père en haut. Alors mes sœurs m'ont suivi, bien sûr. Je suis entre les deux, mais c'était moi la chef de file, là. Elles m'ont suivi, on est descendu, on commençait à parler. C'est bien, normal, quoi. Comme en France. Et mon père, du 11e étage, on l'a entendu, hein. Ah, Farida, Fatima, Fatalo. Hein. Ah, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, on monte. Il nous a fait asseoir dans le salon et il nous a dit, et ça, il fallait qu'on comprenne tout. La France, c'est la France. L'Algérie, c'est l'Algérie. Et va essayer de comprendre toi. Et on a compris. Plus de sortie, plus rien, plus attention, les garçons. Alors nous,
j'ai vite compris. Je sais qu'un jour, je suis allée dans la chambre, 11e étage, hein. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai eu envie de me jeter. Parce que j'ai compris que j'ai senti. Et puis après, mon côté bagarreur, bien sûr, a repris le dessus, mais j'ai senti qu'il allait se passer des choses, j'arrêtais de rire. Enfin, parce qu'on avait de la famille, mais c'était des gens au fin fond de la campagne et qui nous regardaient comme si on était des, je sais pas moi, extraordinaires. Mais moi, ils m'adoraient, hein. J'étais bien, euh, bien, bien grosse. Donc, ils m'aimaient bien. Je les faisais rire. Oui, je sais. Ah oui, oui, ça a été mon arme fatale. Je les faisais rire, et puis quand elles m'ont annoncé, le jour où j'ai appris qu'il fallait être vierge pour le mariage, euh, j'ai regardé ma mère de travers, bien sûr, et mon père de travers aussi. Ça me paraissait, je savais rien de l'émancipation de la femme, de rien. Mais ça, j'ai été voir ma mère, et je lui ai dit comme ça, bien en colère, je lui ai dit, tu sais, moi, ma virginité, je me dépucellerai toute seule. Ma mère, elle a commencé à réciter 3 ou 4 versets du Coran parce que là, Dieu m'avait entendu. C'est sûr qu'il allait me tuer. Mais j'étais en cœur, toute seule. Ah oui, oui, moi j'étais vraiment, vous imaginez ce que vit mon mari, hein. Ah, si on peut parler de quelqu'un qui s'est émancipé, c'est moi. Je suis la championne, hein. Enfin voilà. Donc, je sentais des choses et j'étais révoltée. Mais à l'école, j'étais première en tout, même en sport. Comme j'étais boulotte, j'arrivais pas à monter à la corde. Mais je te dis pas, j'étais première aussi en sport. J'étais tellement contente d'aller à l'école. On était les seuls de la famille. On allait tous à l'école, mes frères et mes sœurs. Et donc, mon père nous a dit, écoutez-moi bien, comme vous êtes les seuls à aller à l'école. Mes cousines, elles étaient déjà mariées, elles avaient une équipe de foot en prévision, hein. Et il nous disait, regardez vos cousines. Et les cousins, ils attendent, ils vous observent. Oh punaise. Même si on changeait de trottoir quand on allait à l'école, il y avait quelqu'un pour le dire à mon père. Tiens, on a vu tes filles. Ah oui, oui, c'était. On est dur entre nous, hein, vraiment. Tiens, on a vu ta fille et tout. Alors mon père, il nous disait, mon père, le pauvre, il nous aidait sans qu'on le sache, mais il nous disait, tiens, il y a ton cousin, là, aujourd'hui, t'étais à quelle heure tu étais? Oui, oui, comment il m'a vu? Parce que moi, j'étais un peu comme ça, hein, je faisais des gestes dans la rue. Il y a une dame, elle m'a dit, faut pas parler comme ça, ma fille, parce que ils vont dire que tu es le diable. J'ai dit, mais oui, je suis le diable. Elle m'a regardé, elle s'est sauvée. Mais oui, je suis, bien sûr, que je parlais fort. Je parle. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui. Alors, et mon père, il y avait une tradition, tu sais, en Algérie, les femmes, elles viennent pour voir si tu grossis bien pour leur fils. Tu vois, pour te marier, voilà. Elles viennent avec la semoule, du café, tu vois, des produits de première nécessité. C'est comme ça qu'on vient là. Et j'avais compris cette histoire-là. Un jour, j'ai dit à mes sœurs, bon, quand s'il y a des femmes qui viennent, ça y est, on a compris. J'étais vraiment, on va se disputer. Quand maman elle va nous dire, elle leur montrait qu'on savait faire le thé, qu'on était bien élevé, qu'on savait poser un plateau. C'était l'éducation d'une femme bien soumise à son mari. Alors j'aurais dit, quand il y aura des femmes, quand maman nous dira qui c'est qui va amener le thé, qui va faire le thé, on se dispute toutes les trois. On fait un comme ça. Bon, pas de nous aimer du tout. Moi, elle me faisait asseoir à côté d'elle, les femmes, et elle me tâtait les biceps et tout. Oh, t'es bien, t'es en bonne santé. Oui, ah oui. Mais c'est plus tard que j'ai réalisé. Je boue encore de le dire. Ça me fait bouillir. Mais mon père n'aimait pas ça du tout. Un jour, il est rentré. C'était l'après-midi. D'habitude, il rentre le soir. Il est rentré. La porte était fermée. Il rentre et puis il dit très fort dans le couloir. Qui est là? Oh, punaise, ma mère. Elle a essayé de couvrir sa voix. Et moi,
je sors. Ah oui, d'abord, elle nous dit, qui va chercher le thé et tout? Alors, moi, ah non, c'est pas moi, c'est à toi, Fatima. Oui, non, mais tu m'as, non, c'est pas bon. Alors, ma mère, elle dit, dame, non, non, ils n'ont pas l'habitude d'être comme ça. Oui, non, mais ça va. Et quand on a entendu mon père rentrer, moi, j'ai compris tout de suite. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, attends, je vais dire à papa. Et je ferme derrière moi, puis je dis, je prends un air naïf, hein, mais je savais. J'ai dit, c'est des femmes, je sais pas, ils ont amené de la semoule, du café. Alors, il a dit très fort, mon père. Je n'oublierai jamais ça. Très, très fort pour qu'elles entendent. Écoutez-vous, là-dedans. Les filles, se marieront avec qui elles voudront, le jour où elles voudront. Alors, remporter ce café, oui. Ah, ça, c'est mon père. Et donc, j'étais très contente. Et ma mère me dit, ah, comme ça, mais ma mère, elle voulait être bien vis-à-vis des autres. Hein. Attention, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qui disent? Je dirais, mais faire. Bon, enfin, j'étais vraiment. Ma mère, elle récitait toujours le Coran, hein, quand elle me parlait, parce que j'étais au-delà de. Et ça me faisait mal pour elle, parce que mon père la traitait très mal. Il la traitait très mal. Et un jour, je sais pas ce que j'avais fait encore. J'ai fait quelque chose, bien sûr. Et il me dit, tu veux être traité comme moi je traite ta mère? Tu veux être ça? Non? Alors étudie. Il faut que tu étudies. Tu vois? Mais c'est complètement incroyable. Puisque lui, il acceptait de traiter ma mère, ben, c'était vraiment, elle était, elle n'avait pas le droit d'aller à des mariages en plus. Tu sais, là-bas, on leur laisse pour aller les ragots sur telle fille, tu sais ce qu'elle a fait, tout ça, elle s'est mariée avec. Mon père ne supportait pas ça. Donc, elle n'avait pas le droit d'aller à des mariages. Et puis, il a été très dur avec elle. Hein. Je crois même qu'il l'a frappée un jour, mais bon, je ne veux pas le savoir parce que ça entache un peu l'amour que j'ai pour lui. Et donc, un jour, alors là, ça ne nous a pas plu. J'étais au lycée en seconde, à Oran. Parce qu'à Arjeux, il n'y a pas de lycée. Il n'y avait que du collège. Et mon père, je rentre, parce que j'étais interne. J'adorais être interne. On allait au cinéma avec l'école. Mais l'école, j'aime l'école. Si je pouvais moi je voulais enseigner encore. On m'a dit, mais non, je vais être trop vieille. Non, moi je peux encore enseigner tout, n'importe quoi si vous voulez. Je veux être dans une école. Avec la cloche qui sonne, les arbres, la cour, les copines. Je racontais des histoires la nuit dans le dortoir. Enfin, je faisais le clown tout le temps. C'était heureuse. Mon père vient. Il y avait Fatima qui était avec moi et moi. Il nous dit, il vient nous sortir de l'établissement. C'était le week-end. Il venait nous chercher pour nous ramener à Arjeux. Il nous a dit, je vais vous acheter des robes. Et il nous fait les gestes, les manches jusqu'au poignet et des robes. Bon, c'est lui qui nous achète nos vêtements. Hein. Je dis, ah, mais on achetait quoi? Même les culottes. Et on avait des marchands à Arjeux. Il lui donnait des tonnes de trucs et nous on choisissait puis après il ramenait le reste à la maison. C'était jamais une boutique. Je vous dis pas là maintenant sur Raya que je fais toutes les boutiques même si j'ai rien acheté, je vais dans les boutiques. C'est le droit. Je fais ce que je fais. Et donc j'ai dit une robe. Bon ben il a trouvé. Et non en fait on est allé dans un magasin où il y avait là-bas. Il n'y avait pas d'histoire de voile ni rien hein, encore. En Algérie, tout était normal encore. Hein, pas, mon père ne nous a pas forcé à quoi que ce soit. On ne faisait pas la prière. Lui, il la faisait, ma mère aussi. Mais et voilà, il nous fait essayer des robes kaki, je me rappelle, des abayas, mais pas le visage couvert. Hein. Et là, j'ai compris que j'enfilais un linceul. C'était la mort. Et mon père nous faisait ça, alors qu'il voulait qu'on étudie. Et c'est comme ça, un jour, il m'a dit, vous voulez être comme votre mère? Je lui ai dit, ah non, 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 on ne veut pas. Il a dit, alors étudier. Il était partagé entre, il voulait, pour ses filles, il voulait le meilleur, mais il pouvait pas assez changer pour se changer par rapport à ma mère, quoi. Voilà. Il y avait toujours cet humour noir, et en même temps, il nous a mis les bas. Alors on l'a porté, c'était terrible pour moi.
J'étais née en France et mettre une djellaba, c'était un linceul, quoi. Mais on allait à l'école. Par rapport à nos cousines qui, elles étaient voilées normalement, mais qui allaient se marier. Nous, on était quand même privilégiés. J'allais pas lui faire un procès pour ça. J'ai gardé 1 an, 2 ans. Et la 3e année, il a voulu mettre à ma petite sœur. Et là, j'ai dit, pas question. Je sais pas. Quand c'est quelqu'un d'autre, non. Ma petite sœur, elle était encore petite. Je sais pas. Alors, il nous amenait au lycée. On était interne. On avait changé de lycée. On était à Mastaganem. Parce que j'avais fait un scandale au lycée Hayat, moi aussi. Enfin, partout où je suis passée, ils se rappellent encore un peu de moi. Mais j'espère. Et donc, on avait changé. On était à Mastaganem. Donc, mon père était pauvre. Hein, on n'avait pas... Pour avoir un peu d'argent, il a cultivé dans la ferme, il a des abeilles, il avait des ruches et il vendait du miel pour qu'on puisse manger à notre faim. Et vous allez voir pourquoi c'est très important. Et mon grand frère, il l'a appelé au secours et il faisait l'école nationale d'administration à Alger, mon grand frère. Et il lui a dit, il faut venir parce que à Arzeux, et il manque un prof de maths en 3e. Parce que il y avait 2 classes de 3e au collège. Je suis revenue un peu à Arzeux. Il y avait 2 classes de 3e au collège. Il y avait une classe pour la fille du notaire, la fille du maire, la fille du commissaire, donc les filles de, et il y avait l'autre classe, les pauvres. Et moi, on m'avait mis dans la classe des pauvres, et Fatima, on l'avait mise, elle n'était pas bonne en maths, il l'avait mise, la classe, pour pas être concurrente. Et mon grand frère, quand il est arrivé là, il a sacrifié ses études, hein, pour faire vivre la famille. Il est allé voir le directeur, monsieur Bensoussan à l'époque, et il lui a dit, je veux bien prendre le poste de professeur de maths qui vous manque, mais à condition que vous mettez Rabia dans la classe 3e A, voilà, et Fatima dans la classe de 3e 2 où lui, il était prof. Voilà. Alors donc, me voilà avec la fille du commissaire, la fille du juge. Alors, quand je demandais quelle note j'ai, tous les profs savaient qu'il fallait que j'ai un demi-point de plus que qui que ce soit, mais j'étais la première en tout. Je vous dis première en tout. Mais un jour, écoutez bien, Fatima, qui était dans l'autre classe, elle est passée au tableau. Pour vous dire un peu mon père, hein, c'est complexe. Elle est passée au tableau, elle n'a pas su faire son exercice. Et voilà que mon grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Il la frappe. Qu'est-ce qu'elle fait, ma grande sœur? Elle a 1 an de plus que moi. Hein. Elle sort de la classe. Elle sort du collège. Elle va à la maison et elle ramène mon père. Mon père est venu à l'école. Ça a fait un scandale dans toute Arzeux, bien sûr. Il est venu, il est monté dans la classe, et il a dit à mon frère, tant que je suis vivant, tu ne touches pas à mes filles. C'est dingue, ça. Vous voyez, ce truc. Voilà. Et tout le monde en a fait des. Et ma mère, la honte, parce qu'elle adorait mon grand frère. Ah, mais mon grand frère, c'était Dieu pour elle. Mais bon, il n'était pas encore temps pour moi aussi de parler, mais ma sœur, elle était vraiment, elle allait mal, hein, elle était asthmatique, ça n'allait pas, bien sûr, parce qu'à la maison, mon grand frère, c'était Hitler, hein, on l'appelait Hitler. Ah oui, il nous frappait, moi, surtout, parce que je me faisais toujours remarquer, hein, même si c'était bien, hein. Il t'aime, hein, les professeurs à l'école. Je sais pas, il était malheureux aussi. Je peux pas parler de lui en mal maintenant parce qu'il est mort. Mais je m'étais dit un jour, le soleil ne va pas se lever et je vais le voir et lui dire tout ce que je pense de ce qu'il m'a fait parce qu'il m'a frappé. J'oublierai pas ça. Alors j'étais la meilleure élève de l'établissement, la meilleure des meilleures. Mais bon, lui aussi, il avait ses problèmes, hein. Il s'était sacrifié pour nous. Voilà. Donc. Je reviens au linceul que mon père nous a acheté. Et donc, quand il a dit j'achète pour Farida, il en a acheté un. Et on devait aller à l'école. Donc, c'était dimanche après-midi. On était interne. Et il fallait qu'on s'habille.
Il va chercher le taxi et puis il revient et on monte avec lui et on va. Alors j'ai dit à mes sœurs, bon, on met pas lundi là-bas. Je sais pas, j'ai été inspirée ce jour-là, je sais pas quoi. Quand j'y pense, mon Dieu, même là, encore j'ai peur. On met pas lundi là-bas. On l'a pas mise. On s'est mis tout droit au garde à vous devant la porte du salon et on l'attendait. Mais quand j'en parle maintenant encore, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête? Même moi, je me dis, mais ça va pas. Mon père ouvre la porte, il nous dit, bon, allez, on y va. Et il nous voit toutes les trois. Ah, mais je revois la scène. Alors, et moi, je dis, d'une voix, quand tout de suite j'ai vu mon père, j'ai changé d'avis, mais bon, d'une voix chevrotante. Oui, ben, papa, on veut pas porter la djellaba. Et ma mère dans la cuisine qui disait, ça y est, c'est aujourd'hui qu'il va me chasser de la maison. Enfin, je voulais revenir, je voulais emporter 10 de djellaba. Non, je l'ai dit. Mon père dit quoi? Alors, le quoi, là, c'était la fin de ma vie, mais ça fait rien. Et il a repéré que c'était moi, bien sûr, la meneuse. Alors, il m'a dit, viens dans la cuisine, toi. Et les deux autres, elles sont restées dans la chambre, à trembler, bien sûr. Ma mère, pareil, elle tremblait dans l'autre chambre. Et moi, je les ai suivis, j'allais mourir. Hein. J'allais mourir, c'est pas la peine, c'était ça. Mais ça fait rien, je l'avais dit, je l'avais sorti ça de la bouche. Et mon père, il se tient droit devant moi. Il me dit, alors maintenant, tes sœurs, elles sont dans la chambre, elles sont tranquilles. Et il voulait me donner une leçon pour dire que je m'avance pas, moi, toute seule. Et c'est toi qui es face à moi. Et c'est toi qui vas tout recevoir. Oui. Alors, j'ai quand même trouvé, mais heureusement, l'intellect, c'est quand même génial. Je dis à mon père, papa, c'est pas parce que tu vas nous mettre une robe qu'on va être des filles sérieuses. J'ai trouvé la phrase. C'était ça. Ça m'est sorti. Parce que j'estimais effectivement que de mettre, de cacher, c'était parce que on était capable de. Et là, ça, il est resté bouche bée. Et il me dit, tant que je vivrai, vous porterez des djellabas. Tu vois, quand même, c'est mon père. Et il est sorti, il est parti. Il est sorti de la maison. Moi, je rentre dans la chambre. Ma mère, toujours, tu voulais le scandale, tu vas voir. Et je dis à mes sœurs, mettez la djellaba, mettez. Je pensais que ça y est, c'était fini pour moi à l'école. En seconde, je me rappelle. Ah non, vraiment, j'en regrettais ce que j'ai fait. Hein. 2 heures se passent. Je dis, on va pas pouvoir rentrer, parce qu'il y a 1 heure pour rentrer au lycée. Hein. Mais on avait le droit de rentrer jusqu'à 9 heures. Et je vois revenir mon père. On était debout avec notre djellaba, les trois. Et mon père, il ouvre la porte, il dit, bon, enlevez les djellabas, il fait chaud. Il avait trouvé, pour pas perdre sa fierté, quoi. Il a dit, enlevez la djellaba, il fait chaud. Il avait réfléchi pendant ces 2 heures. Mon Dieu, j'aurais aimé être dans son cerveau pour savoir qu'il m'aimait. Parce qu'il montre pas qu'il aime mon père. Mais j'aurais voulu être dans sa tête pour que qu'est-ce qu'il pense de moi, de ma soeur. Tu vois, vraiment, je regrette encore, là, maintenant. Et donc, voilà. Et on n'a plus jamais porté la djellaba. Au collège, il y a eu un concours de dessin dans toute l'Oranie, hein. Concours de dessin et fallait écrire un conte de fées. J'ai écrit un conte de fées qui se termine mal. Parce que quand c'était l'Aïd, mon père ramenait le mouton 1 semaine avant, on lui faisait une carte d'identité, il s'appelait Taïdousti, on lui donnait un nom, voilà, on jouait avec lui, on aimait son mouton, c'était génial. Puis arrivait le jour de l'Aïd. Et c'est mon père qui tuait le mouton sur la terrasse. Et donc un jour, la première fois, j'ai été révoltée par ça. Et donc, quand j'ai écrit le conte de fées, c'était ça. J'ai écrit donc ce conte de fées en disant le mouton, tout ça, machin. Mais alors, le jour de l'Aïd, on l'a tué. En français, hein. Et donc, on l'a tué, tout ça. Et je me suis sauvée de la maison. Voilà, ça se finissait comme ça. Alors, monsieur Benaïch, il me dit, venez, mademoiselle Taïdousti. Il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, c'est un conte de fées, ça doit bien se terminer. Ah bon? Alors, il fallait que je réécrive la fin. J'ai écrit une fin nulle. Non, j'ai vu le mouton dans le ciel. Voilà, c'est du métier, voilà.
J'ai eu le premier prix de composition française de toute l'Oranie. Je passe, je vous dis pas, les événements, voilà, je fais des études, je réussis. Alors, je réussis mon bac et arrive, il y avait plein de concours en Algérie. On était très en avance sur les études d'informatique. Je savais même pas ce que c'était l'informatique, moi. Et il y avait des concours. Quand vous avez passé le bac, vous pouvez passer des concours. J'ai ouvert le journal et j'ai regardé une école loin d'Arzeux, mais loin, loin, loin. Et j'ai trouvé le Centre d'études et de recherche en informatique. À l'époque, il n'y avait même pas d'ordinateur en Algérie. Ah, j'ai dit informatique, information, journalisme. C'est une école de journalisme. Alors j'ai dit à mon père, je veux passer ce concours-là. Je montre sur le journal. Oui. Et il m'emmène à Alger. Jamais je suis sortie avec mon père. Quand on sortait, il faisait venir un taxi, il montait devant, et nous, on était toutes les femmes derrière, là, on allait voir ma grand-mère, mais pas de sortie, hein, heureusement que j'aimais la lecture. J'ai volé des livres dans le libraire qui était en bas de la maison. Je mettais dans ma jupe comme ça pour lire. Parce que la lecture, c'est la lecture qui m'a formée. C'est là que j'ai lu l'injustice, les machins, voilà. Bon, mais enfin. Donc, il me dit, oui, je t'emmène. On est parti à Alger. J'étais avec mon père, toute seule. On est allé manger au restaurant. C'était la première fois que je mangeais au restaurant avec lui. Et je me rappelle très bien, c'était à la grande mosquée d'Alger. À côté, il y avait un restaurant qui s'appelait La Pêcherie. C'était des poissons, tout. Et mon père, même lui, c'était une expérience nouvelle. Manger avec sa fille dans un restaurant, tu vois. C'était vraiment un moment que j'adore encore, tu vois. Et au dessert, on a eu une poire. Énorme, la poire. Et mon père, il m'a parlé de cette poire. C'était un agriculteur, mon père. Hein. Il avait des vignes, du raisin, de la pastèque, des melons en Algérie. Et donc, il m'a dit, t'as vu comment elle était grosse, cette poire et tout. Je parlais avec mon père. Alors qu'à la maison, on parle pas avec son père. Hein. Quand il rentre, c'est khudra fouq al-hcha, comme on dit. Les légumes sur le couscous. D'ailleurs, je disais à mes élèves quand j'arrive en classe, je dis, écoutez, je vous explique. Khudra fouq al-hcha, ça veut dire, je dois vous trouver comme des légumes sur le couscous. Je passe mon concours, je le réussis. Et c'est important, Soraya, ce que je veux te dire, parce que, en fait, le destin, il y a quelque chose du genre destin. Parce que mon père, au début, il m'accompagnait à Alger, ça coûtait cher. Le bus, je vomissais tout le temps. Le bus s'arrêtait parce que je rendais l'âme, hein, parce que pas l'habitude de faire des longs trajets, hein, non plus. Et donc, après, il m'a dit, écoute, ma fille, je vais te laisser partir toute seule, parce que le bus de là où j'habitais à Arzeux, le bus était juste en face de là où on habitait. Et c'est très, très important, cette histoire. Il partait à 5 heures du matin jusqu'à Alger. Donc, et donc, mon père m'a laissé partir toute seule. Et revenir toute seule. La confiance, totale, totale, totale. Bon. Et voilà que mon père meurt. Alors, j'apprends sa mort. Je suis dans une école d'informatique à Alger. Je rentre. Il y avait plein de monde à la maison. Je l'ai même pas vu. Je l'ai pas vu mort. Hein, heureusement d'ailleurs. Parce que je veux me rappeler de lui en train de marcher. Et je fais comme lui maintenant. Je mets les mains dans le dos. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous étiez professeur ou quoi? Je dis oui, c'est presque ça. Les mains dans le dos. Je marche dans la rue. Et à chaque fois, je pense à lui. Parce qu'on disait, ça y est, papa, il arrive. Il a les mains dans le dos. Genre, attention, tout est bien rangé là, parce que bon. Et donc, voilà, j'arrive. Mon père est mort. C'est la fin du monde là, pour moi et pour mes sœurs. Et tout. Il y avait plein de femmes, des gens qu'on connaissait même pas et tout. Ça pleurait. Nous, on pleurait pas, fallait pas. Moi, je rentrais dans la salle de bain, je chialais, puis après je sortais et Fatima elle rentrait, chacun à notre tour. Arrive le jour de l'enterrement. Moi, je ne connaissais pas mais donc c'était le lendemain. Moi, j'étais arrivée la veille et c'était le lendemain. Bon. Et heureusement qu'on doit servir à manger à tous ces gens. Ça nous occupe parce que
Et puis ça chialait, j'ai même pas compris qu'il était mort, en fait. Ma mère, elle vient me voir le soir. Elle me dit, je lui dis, bon, demain, on va enterrer papa. Elle me dit, ah, non, 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 c'est les hommes. Ah, mais là encore, c'est l'horreur pour moi. Je dis, quoi? Mais c'est mon père. C'est moi qui vais enterrer mon père. Je suis sa fille. Mais elle me dit, non, non, les femmes, on va aller. Je dis, et elle me dit, si tu peux porter, puis elle me fait le geste. Je lui dis, mon père, quand il était vivant, je me suis élevée contre le fait de porter une djellaba. Je m'en souvenais encore. Il nous a pas fait porter le voile. Et là, parce qu'il est mort, eh ben oui. Là, en Algérie, on est fille de, ou femme de. Entre les deux, on n'est rien. Ah bon? Moi, on m'appelait Bint al-Qabih. Parce que j'étais Qabiha moi-même. Il était juste, mon père. Donc, j'ai dit, mon père, qui m'a élevé, qui m'a donné, le pauvre, il n'avait pas d'argent pour mes études, et je peux pas, c'est des hommes qui vont l'enterrer. Je pouvais rien contre ça. Eh bien, cette nuit-là, j'ai quitté la maison. Je voulais pas, hein. J'ai dit, je n'irai pas sur la tombe de mon père. Et je suis sortie de chez moi par la terrasse. C'est les maisons qui sont par la terrasse vers 4 heures du matin pour prendre mon fameux bus qui partait de là. Il aurait suffi que le bus parte d'un autre endroit, j'aurais pas pu. Parce que j'ai quitté la maison, il y avait plein de monde et tout, mais personne ne savait. Mais j'ai dit au revoir à mes sœurs, pas à mon grand frère, puisqu'il était plus, il était là dans la maison, mais mon père l'avait chassé sur mes conseils. 4 heures du matin, j'ai pris ce fameux bus qui était là. J'étais arrivée à 5 heures pile et je suis partie. Et de là, j'ai fait des faux papiers parce que en Algérie, pour sortir du pays, il fallait l'autorisation de sortie. Soit c'est ton père qui te la donnait, soit c'est ton mari qui te la donnait. Or, j'étais dans une école d'informatique, j'avais un copain qui s'appelait Charef, le pauvre, il est mort aussi. On sortait ensemble, même dans l'école, hein, j'avais réussi. Il y avait un bâtiment pour les filles, un bâtiment pour les garçons. Je vous dis pas que ça venait comme ça pouvait, mais lui, il était déjà allé. Comme je faisais de l'informatique, on avait des professeurs de Jussieu ici. Et donc, mes professeurs m'avaient dit souvent, mais mademoiselle Taïdousti, mais venez, ils m'adoraient, hein, vraiment, mais venez en France, à Jussieu, vous, comme ça, eh bien, je sentais bien que j'étais tellement révoltée que je voulais devenir présidente, hein, j'avais un programme, hein. Tous les hommes à la cuisine, les femmes, c'est elles qui gouvernent. Enfin, j'avais des rêves fous. J'ai même un jour envisagé d'assassiner mon frère, mon grand frère. Alors, je dis à mes sœurs, c'est pas, il faut qu'on voit si la justice, comme c'est mon frère, si on a le droit. Vraiment, j'ai envisagé de le tuer. Tellement il était, oui, c'est vrai qu'il nous faisait vivre, mais à ce prix-là, ça coûte cher. Hein. Mais bon, il m'a plus jamais, j'ai plus jamais revu mon grand frère, plus jamais. Et quelques années plus tard, quand je reviendrai là-dessus sur mon grand frère, parce que je voulais avoir une confrontation pour lui dire que c'est fini. Je baisserai plus les yeux parce que souvent c'était ça. Baisse les yeux quand je te parle. Un jour, à la maison, j'étais petite encore, ma mère, elle me dit, tiens, va cirer les chaussures de ton frère. Je me suis mise à hurler et à pleurer. Alors, mon frère, c'est pas le grand, celui qui était juste en dessous, je l'adorais, il me faisait rire lui aussi, il avait beaucoup d'humour. Il passe, Abdelkrim, mais il me dit, pourquoi tu pleures? On s'aimait, on s'aime. Il me dit, pourquoi tu pleures? Je lui dis, tu crois qu'il m'a dit, attends, je vais les cirer moi? Il pouvait pas dire ça. Structurellement, ils peuvent pas dire ça. Un homme ne fait pas ces choses-là. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, comme il m'aime, parce qu'il m'aime. Il me dit, bon, cire-les et je te paierai. Il a des sous, lui, pas moi. Alors, je me suis restée pleurer, pas pour les sous, parce que de toute façon, je sortais jamais. Mais le fait qu'il me dise, je te donnerai des sous, c'était une compensation pour moi. C'est reconnaître mon travail. C'est maintenant que j'ai analysé comme ça. Hein. Sur le coup, j'avais le nez qui coulait, bien comme il faut, je pleurais. Mais j'avais
poser mon truc. Non, je suis pas une esclave, moi. Genre que mes cousines, tout ça, oui, mais pas moi. Voilà. Donc, je pars à Alger. Mon copain qui était déjà en informatique à Jussieu, il avait des amis à Mostaganem qui travaillaient à la mairie. Ils m'ont fait un faux livret de famille, comme quoi j'étais mariée avec lui. Ah oui, oui, moi j'ai fait tout. Je devrais être en prison encore là, mais bon. Un faux livret de famille, et avec ce livret de famille, je suis partie. Ni mes cousines, ni mes frères, plus personne. Je suis partie. Je suis partie. J'ai senti que c'était la fin de ma vie. Mon père qui meurt, c'est fini. Il y en a qui commençaient à me dire, tu sais, tu vas pas pouvoir aller toute seule comme ça à Alger maintenant que ton père est mort. Hein? Un petit merdeux comme ça qui me parle de la famille qui dit, je sais pas qui c'est. C'est lui qui avait plus de poids que moi, ce que je voulais. Non, 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 il me connaissait pas. Hein. Et donc, je suis arrivée en France. Je suis revenue enfin. À chaque fois que je cherchais du boulot, c'était fille au père ou femme de ménage. Hein. J'ai fait ça pendant des années avant d'être ce que je suis. J'appelais, tu vois, j'ai pas d'accent. Et oui, bonjour, c'est pour l'annonce qu'il y avait au CIDZ, il y avait des annonces de filles au père où j'allais. Ça rentre, elle me dit, je sonne, elle ouvre la porte, je dis, je viens pour l'annonce. Elle me dit, c'est vous qui avez appelé au téléphone? J'ai dit oui. Ah ben, vous parlez bien le français, mais ça m'intéresse pas. Parce que je n'avais pas cette tête-là, parce que j'ai coupé mes cheveux le 8 mars, quand j'ai pris la nationalité française. Coupé mes cheveux, parce que j'avais des très longs cheveux, tout ça. Et là-bas, en Algérie, oh, beaux cheveux, tu les gardes. Et le jour où je les ai coupés, c'est pour couper avec ma mère, pour couper avec toute cette vie qu'on nous faisait, à nous, les femmes. J'ai coupé. Il avait une belle fraise comme ça, je l'ai coupée. C'était mon jour d'indépendance. Et j'ai choisi le 8 mars, parce que c'était le jour de la femme. Ah oui, oui, ça y est, je commençais à bien comprendre des choses. Et donc voilà, donc j'ai été femme de ménage, fille au père, je me suis fait beaucoup d'amis, d'ailleurs je les connais toujours, les gens chez qui j'étais, fille au père, Béatrice et Bernard, ils travaillaient dans l'informatique, ils m'ont trouvé du travail à la fac de Nanterre. Ah ben voilà. Mais je me suis toujours battue. Mais quand je suis revenue en France, c'est là que j'ai compris le combat de mon père, que j'ai commencé, j'ai mûri. Hein, que mon père était courageux quand même, parce que il avait aidé. Moi, est-ce que je l'aurais fait ça? Je me dis si on me dit d'aller sauver l'Algérie, est-ce que je le fais? Puisque j'ai quitté mon pays, j'ai toujours la culpabilité, bien sûr. Alors je me suis mise, mes frères et sœurs. Alors ma mère, elle voulait plus de moi. C'est fini. J'étais bannie de la famille. Mais mes frères et sœurs sont restés. Et à chaque fois, bah, Rabia, quand tu viendras, je suis pas allée pendant 10 ans en Algérie. Quand tu viens, tu me ramènes. J'achetais presque toute la France. Fallait que j'achète toute la France. Et je le faisais. Et Frédéric le pauvre, il adorait ma mère. Voilà. Alors, il allait faire les courses. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Pour qui? Pourquoi? On devait ramener pour tout le monde. Tout le monde aimait. J'étais en France parce que j'allais ramener des choses. Et j'ai joué ce jeu pendant quelques années jusqu'au jour où j'ai dit, je suis pas une banque, hein, quand même, faut pas exagérer. Et puis, il faut être cohérent. Qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est que de l'argent. Bah, je suis pas une banque. Et c'est autre chose. Et donc, un jour, mon petit frère, alors ma mère, elle vivait avec mon petit frère. Elle lui a bousillé sa vie, à lui aussi, le pauvre. Mais bon, elle lui a dit, tous les autres sont partis, mais toi, je te lâcherai pas. Et il s'est marié. Bon, enfin, je te raconte pas la vie de mon petit frère, mais je suis fâchée avec lui parce qu'il a frappé sa femme. Ça fait des années que je lui parle pas. Ah oui, ah non, c'est trop facile. Avec moi, il était impeccable, il comprenait tout. Mais il est né en France, lui aussi. Mais il m'a dit, oui, mais toi, tu comprends pas. Moi, je suis restée en Algérie. Je lui ai dit, ben, mais viens en France. Mais lui, il voulait venir à la maison, chez moi, mais j'étais déjà bien installée. Il fallait que je fasse tout pour lui. Non, non, non. Hein, c'est trop facile, ça. Et ta femme, tu la voiles, et puis tout ça, et bon, je dis rien. Non. Donc, un jour, ça a été, bon, enfin, voilà. Moi, je suis fâchée avec toute la famille, hein, j'ai oublié de te dire. Et je suis fâchée avec toute la famille, d'autant plus que je suis allée, alors, je suis fan d'Elvis, le King.
Ah, voilà. C'est mon frère il allait voir les films. Tu sais, Elvis a fait des films où il dansait, il chantait. C'est génial. Et donc, il venait, nous, on était là, et il nous faisait le spectacle. Moi, j'ai connu Elvis à travers mon frère. Parce que lui, il nous racontait. Et donc, un jour, quand toute petite, je disais, un jour, les danserait, hein, un jour, j'irai à Memphis. Voilà-t-il pas qu'il meurt, Elvis, en 77, le 16 août. Et donc, j'ai dit, il faut que j'y aille. J'étais fille au père, hein, j'avais pas beaucoup d'argent, je faisais des ménages, mais fille au père. J'ai dit, je veux aller. Alors, j'ai essayé de voir s'il y avait un club. Il y avait un club en France. Je me suis inscrite et tout ça. Ça a été les plus belles journées de ma vie. Et je suis donc allée à Memphis. Et quand je suis arrivée à Memphis, j'ai acheté une carte postale, mais pas de Memphis, d'Elvis. Il faisait des grandes cartes. J'ai mis un timbre, pas d'enveloppe, pour qu'il lise. Le facteur, je le connaissais, le facteur, il allait lire et dire à tout le monde, je suis sur la tombe du King. Je suis la seule Arjeux qui est allée en Amérique, hein. Et j'y suis allée 10 fois. Pas une fois, pas deux, 10 fois. Je suis passée sur toutes les chaînes à Memphis. Je faisais le jugeant d'Elvis. Allez, partout. J'ai fait des yu-yu-yu sur scène. Et tout le monde a repris. Pensant que c'était des Indiens qui envahissaient la salle. Tous, ils ont repris le yu-yu-yu. J'ai ramené Betty White, le bled, je l'ai ramené. J'ai fait mon yu-yu. Au milieu, il y avait les musiciens d'Elvis. J'ai eu peur, je tremblais et tout, mais j'étais copine avec un mec qui avait managé Elvis et tout. Ah, mais je suis rentrée dans toutes les arcanes du pouvoir là-bas, hein. Et soudain, on voit des gens qui dévalent les marches. C'était un stade immense en plein air, sur le bord du Mississippi. Non, mais le rêve. Ils dévalent, ils passent devant la scène et ils montent vers moi. Alors ma copine qui était à côté de moi, Jocelyne, elle me dit, ah bien, je crois que c'est pour toi. Je dis quoi? Bon. Il venait, devine quoi? Me demander un autographe. On faisait le voyage, je faisais tous les ans le voyage à Memphis avec le club Elvis. Et un journaliste m'a interviewé, TF1. Et il m'a dit, et alors il interviewait toujours les gens, tu sais, les jeunes qui avaient la banane. Et puis il y avait des gens comme moi, j'avais pas la banane, mais j'étais fan de chez fan. Et donc, il m'avait repéré dans le groupe et tout. Alors, voilà, je suis passée à la télé, TF1. Frédéric était là avec sa mère un peu collée montée quand même, hein, bien sûr. Et ils ont allumé l'écran, la télé, pour les infos. Et qu'est-ce qu'ils vont apparaître? Moi, tout. Alors, le facteur, il a dit à ma mère, tu te rends compte? Ta fille, elle est allée sur la tombe d'un homme. Voilà comment ils ont traduit. La tombe d'un homme. Et j'ai dit à ma mère, et quel homme? C'est moi qui l'ai choisi, je lui dis. C'est pas toi qui l'as choisi ou l'autre, ton facteur. T'en as rien à faire. Et elle pouvait plus aller à des mariages. Elle me dit, à cause de toi, je ne peux plus aller à aucun mariage. Parce que tous, ils me disent, alors, qu'est-ce qu'il a fait, ta fille? Quoi? J'avais fait quelque chose de mal. Mais je dis à ma mère, ils sont jaloux. Parce que eux, Arjeux, ils sont nés, ils ont vécu et ils mourront à Arjeux. Sans voir le monde. Voilà. Et ma mère, oui, tous les autres avaient raison sauf moi. Donc, je suis venue ici contre l'avis de toute la famille et tout ça. Et donc, le premier boulot en informatique que j'ai trouvé, j'étais obligée de travailler parce que j'avais pas de bourse ni rien. J'étais pas considérée comme. Donc, quelqu'un m'a fait savoir que je pouvais travailler à mi-temps. Si je trouvais un travail à mi-temps. Et puis, on a eu peur. J'avais donc rencontré Frédéric, c'était mon chef, qui a tout de suite été. Et il m'a dit, mais il faut que il m'a dit, on va te faire un contrat. Lui, il était mon chef. Donc, il pouvait faire ça. Et il m'a dit, on devait se marier en septembre 81. Mais Frédéric a vécu en Tunisie. Ça a été les plus belles années de sa vie. Et sa mère était institutrice et son père était prof de maths. Et ils ont été envoyés en Afrique noire, en Côte d'Ivoire. Et il n'est jamais revenu de là-bas. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de la Tunisie. J'ai épousé le français le plus arabe de la terre. Et il adorait, il voulait que nous apprenne l'arabe. Et non, mais vraiment, il est génial. Il est génial. Mais bon, donc, on devait se marier en septembre, mais les élections, c'était en mai.
Alors il m'a dit, non, non, on va rapprocher. On s'est mariés le 14 mars. Tellement on avait peur parce qu'il y a un inspecteur qui passait dans la boîte et qui a dit, il faut lui faire un contrat, sinon elle peut pas rester ici. Donc on s'est mariés le 14 mars et, et Mitterrand est arrivé au pouvoir et ça a été pour moi une délivrance parce que j'ai pu à ce moment-là faire une carte. Je suis devenue française et donc j'ai pris la nationalité française et en plus Frédéric il avait un trou parce que je parlais tellement de l'Algérie. L'Algérie c'était tellement important. Mes frères, mes sœurs, lui, alors là, le pauvre. Et donc il avait peur que je parte et que je ne revienne pas. Donc j'ai fait ma nationalité française et je me suis sentie. Et là j'ai pu avoir des boulots que je voulais. Oui, alors il est venu en Algérie avec moi et il a voulu rencontrer ma mère. Je lui ai dit, ma mère, elle veut pas me voir, parce que je t'ai épousée. Mais ma mère perdait un peu la boule, et mon frère, il m'a dit, écoute, il faut que tu viennes la voir, c'est ta mère. Tu sais comment ils ont sa père. J'ai dit, oui, d'accord, je vais venir, mais je suis asthmatique, moi, hein. Et donc, dès que j'ai mis le pied à l'aéroport, j'ai eu une crise d'asthme, hein, tout de suite. Ah oui, 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 je réagis tout de suite. Et donc j'avais peur pour lui parce qu'il était français. Et c'était pendant, donc on est arrivé et avec des amis qui sont venus avec nous, Alain et Catherine, je les adore. Et donc on est arrivé à Argeux. Ma mère avait quitté la maison, elle voulait pas me voir. Pourtant Frédéric voulait la voir. Et finalement, c'est mon petit frère qui a arrangé les choses parce qu'il m'a dit bon maman, non mais on va aller là où elle est. Elle est allée chez son Elle a eu un fils à notre mariage, ma mère. Donc, on est allé là, dans le petit village qui s'appelle Bitiwa. Et on est allé là-bas. Et Frédéric, j'ai une photo, il est assis à côté de ma grand-mère, le ravi de la crèche. Et il y a mon frère qui lui dit, il me l'a pas dit à moi, il a dit à Frédéric, si tu veux voir la mère de Rabia, si tu veux voir ma mère, il faut que tu te convertisses à l'islam. Oh, punaise. Moi, que je suis même pas ni musulmane, ni rien du tout, moi, Dieu, j'ai des choses à lui dire, hein. D'ailleurs, à mes élèves, j'aurais dit, vous savez, quand tu dis Inch'Allah, ça veut dire si veut Dieu. Eh ben, moi, c'est pas Inch'Allah, c'est Incha, moi. Alors, les élèves, ils sont tous sortis en classe, ils ont dit, Incha, moi, Incha, moi. Ah non, Dieu. Et puis, en plus, j'avais Jésus-Christ au-dessus de ma tête, hein, quand je faisais cours. Et alors, il y a une petite fille, elle a dit à sa mère, maman, je vais être prof de maths, elle était en sixième, hein. Je veux être prof de mathématiques comme Madame Cross. La mère est venue me voir, hein, elle m'a dit, ma fille, je vous adore. Alors, elle me pose la question, Madame, est-ce que Dieu existe? À moi, on me pose la question. Alors, je dis, bon, écoutez bien. Tu vas à l'école, il y a les professeurs qui te disent des choses. Tu as des parents, ils te disent des choses. Tu as des livres, et un jour, tu décideras toute seule si Dieu existe ou pas. Contre mon ami, bien sûr. Moi, j'en ai pleuré, hein. J'en ai pleuré. Et je lui en veux encore d'avoir fait ça. Parce que je lui ai dit, si ta mère avait exigé de moi que je devienne catholique, mais ils étaient de gauche et ils bouffaient du curé, hein, ses parents. Donc, mais si ta mère avait demandé, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait pour toi. Je l'aurais pas fait. Je peux pas. C'est plus, ça c'est, lui, oui, il a dit oui, je vais aller à la mosquée. Il est allé à la mosquée avec mon frère. Et il est tombé sur un imam génial. Il lui a parlé de intellectuel, hein, voilà, c'est bien. Il a compris qu'il ne devenait pas musulman pour être musulman. Il y avait des bouteilles de vin dans la voiture, hein, qui attendaient. C'est pas pour être musulman, mais c'est pour. Il lui a dit si c'est pour faciliter les relations entre la mère et la fille, c'est très bien. Dieu te récompensera pour ça. Tu vois, il n'a pas été. Et ils l'ont appelé. Ma petite soeur elle s'appelait Farida. Ils l'ont appelé Farid. Mais moi, j'en ai chialé. Et lui, non, il l'a fait. Alors tout le monde me dit, oui, mais par amour, pourquoi? Et non! Et commencez pas avec l'amour, parce qu'il y a plein de filles, les pauvres, par amour pour leur mère ou leur père. Alors elles se renient complètement, elles se marient avec qui on leur désigne. Non, non. Il faut respecter tout le monde. Je crois pas, moi. Je crois au diable, par contre. Arrêtez de dire c'est Dieu qui va faire.
C'est vous qui devez faire. C'est, je m'engueule tout le temps. Vous croyez en Dieu parce que vous ne voulez rien faire. Vous pensez que c'est Dieu qui va faire à votre place. Vous prenez pas vos responsabilités. Enfin voilà, tu sais, là aussi, ça remue vachement. Donc Frédéric, il a été à la mosquée, il était très content. Il m'a parlé de, il a dû faire des études d'un film, je me rappelle pas, mais il a parlé en français. Puis il lui a dit, écoute, toi, tu sais pourquoi tu fais ça. Et c'est bien. Il lui a dit, c'était bien, tu vois. Ça n'a pas été un endoctrinement et tout ça. Et moi, je n'ai pas supporté, hein. Vraiment, je lui ai dit, tu casses mon travail par rapport à tout ce que j'ai fait en Algérie. Mais c'est tout, c'est passé. Voilà, puis le soir, il prenait du vin avec son. Il n'avait pas l'intention de prendre la religion, quoi. Et puis on n'en a plus jamais reparlé. Mais je fais pas le ramadan non plus. En bas de chez moi, c'est des Tunisiens et tout ça. Alors un jour, à 5 heures de l'après-midi, j'arrive, il y avait des dates d'Algérie. Ils me sont toujours goûtés, tu sais, la relation qu'on peut avoir. Et j'ai pris une date et je l'ai mangée. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, mais c'est pas l'heure, c'est vrai. Alors je le regarde et je dis, non, non, mais t'inquiète pas. Toi, tu veux aller au paradis. Tu crois au paradis, tu veux y aller. Moi, je veux pas y aller dans votre paradis. Je veux pas, donc je mange la date. T'inquiète pas. Astaghfirullah, moi, j'ai le droit. Mais moi, non. Mais vraiment, et en plus, ils m'aiment beaucoup, les gens. Mais ils comprennent pas soudain ce que je leur sors, là. Et après, c'est comme ça. Tu fais ce que tu veux, mon ami. Moi, je fais ce que je veux aussi. Ma sœur est tombée malade pendant la décennie noire. Ma sœur a perdu, elle avait plus de reins. Donc, elle passait sur. Il y avait un appareil pour toute leur amie pour purifier les reins. Tu vois, et la file d'attente, les infirmiers passaient et ils disaient aux vieux, aux gens qui étaient vieux, on va pas mourir chez toi, on peut pas. Il y a qu'une machine. Et donc Farida, soudain, j'ai compris que elle allait mourir, quoi, parce que c'était la décennie noire et tout ça. Et donc quelqu'un m'a dit, oh ben tu sais qu'on peut donner un rein. J'ai dit, mais je vais en donner un, moi, pas deux, hein, mais un. Et j'ai décidé de donner un rein. Tu vois, parce que ça a bouleversé là-bas en Algérie. Alors, je savais même pas ce que c'était. Je dis pas la trouille que j'ai eue, mais j'ai jamais montré. Parce que tout le monde me regardait avec ah, c'est bien ce que tu fais. J'ai dit moi-même, je me demande que je suis tellement trouillarde par rapport à ma santé. Mais c'est pas possible de laisser mourir ma petite sœur. Donc, on a trouvé un médecin. Tu sais, l'Algérie payait hein, les opérations, hein, parce que ma petite sœur, elle était prof de maths comme moi, en Algérie. Et donc, elle est venue à Saint-Étienne. Voilà, il y a eu, et ma mère ne m'a pas appelée. Jamais, ni pour me dire c'est magnifique. Alors, Farida est arrivée, on est resté là. À l'hôpital, pareil, j'avais amené Elvis, je faisais danser les infirmières sur Elvis et tout. J'étais pas malade, moi, j'allais donner un rein. Et on m'avait pas trop dit ce que ça allait me faire. Mais, j'allais sauver ma fille, ma fille, quoi, ma sœur. Et donc, pas de coup de fil. Même la veille de l'opération, j'ai eu Frédéric, j'ai eu tout le monde, même la mère de Frédéric, mes amis du monde entier, même même fille, c'est tout, tu vois. C'était rien de ma mère. Rien. Elle ne voulait plus me. Et je passe sur la table d'opération et je me suis dit que j'allais mourir, moi, hein, tu sais, parce que j'avais signé un papier. Et dans lequel ils te disent, vous êtes consciente des risques de. J'ai dit non, non, je ne vais pas mourir, moi, je vais donner un rein. Excusez-moi, hein, il y a erreur. Tu peux pas reculer, là, c'est fini. Reda, on fait l'opération. C'était un chirurgien italien. Et comme je porte des chapeaux, tu vois, je suis très, très portée sur le vêtement et tout, la mode. Il m'avait dit, je vais vous faire une belle cicatrice parce que vous êtes une belle femme. Oui, mais allez-y, je vous en prie. Faites ce que vous voulez. Mais il faut que je revienne, hein. Faut voir. Faut pas que je meure. L'anesthésie, ça fout la trouille. Je suis revenue et au moment où j'ouvrais les yeux, Frédéric était à côté de moi, le pauvre, il en a bavé. Alors les gens me disent, ton mari t'a laissé donner un rein. Il m'a laissé. Mais mon mari, il n'a pas à me laisser ou à pas me laisser. Le mari, toujours c'est lui qui décide. J'ai dit le pauvre, alors lui,
Il a suivi, hein, et il savait très mais ça va pas ou quoi? Mais arriver en France, hein, des filles qui sont ouvertes, hein. Oui, ah, il t'a laissé mais j'ai dit: c'est mon mari, puis c'est tout. C'est pas lui qui va décider de ma vie. C'est mes reins, je donne à qui je veux. Et soudain, Frédéric, il a un coup de fil et il prend le téléphone, parce que je pouvais pas parler, j'avais juste, ma petite sœur à côté, la pauvre, qui me disait: «Merci, merci». Je dis: «Bon, arrête de me dire merci, hein, parce qu'on n'aime pas trop s'appesantir sur l'affection». Je lui dis: «Arrête de me dire merci, tu me feras des gâteaux». J'adore les gâteaux arabiens qui te font bien. Je lui dis: «Tu me feras des gâteaux dès que tu seras debout». Et Frédéric, il me passe, il me dit: «Tiens, il y a quelqu'un au bout du fil». Je prends, c'est mon demi-frère. Alors ils étaient tous réunis là-bas, à Raseux. Toute la famille, tout ça, parce que et il me dit: «C'est bien», écoute bien ce qu'il me dit: «C'est bien ce que tu as fait pour ta sœur, c'est Dieu qui va te le rendre». Alors écoute, j'étais complètement «Écoutez-moi bien tous là-bas, c'est pas pour votre Dieu que j'ai donné mon rein, j'ai donné mon rein à ma sœur». Il s'est tourné vers l'assemblée, je l'ai entendu dire: «Même avec un rein en moins, elle est pire qu'avant». Ça soit aussi heureux, cette, l'indépendance et tout ça. Bien sûr qu'il y a des moments très malheureux où j'en ai bavé, j'ai avorté, 2 fois en Algérie, pas avec, non, avec, le médecin qui fait tomber et puis après je savais même pas que j'allais saigner, on m'a amenée à l'hôpital et j'ai menti encore en disant: «Non, non», j'avais la trouille de me parce qu'on m'avait dit qu'ils allaient mourir et quand j'ai commencé à saigner beaucoup, 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 c'est mon copain, il a posé une question qu'il aurait jamais dû me poser. Alors, on va à l'hôpital ou pas? Et il était prêt à me laisser mourir, tu vois? Parce qu'il avait peur lui aussi. Ah oui, et ben ça casse un peu l'amour. Et puis après, tu peux plus être avec quelqu'un. Et donc, voilà, tu vois, il y a des moments très durs et tout, mais tu peux pas savoir, Soraya. J'espère que toutes ces femmes qui veulent s'émanciper, qui se battent et tout, il y a le combat, mais il y a aussi les victoires. Je suis arrivée à ce que je voulais et je me le me chaque fois je me le dis. Je sors de chez moi, je suis encore contente parce qu'à la raison, rien du tout. Tu pouvais pas ouvrir la porte, c'est mon frère. Mes frères, ils allaient, ils venaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et nous, on restait à la maison. C'était Ça a été tout le temps ça, la culpabilité, tout ça. Mais là, je n'ai plus de famille. Ma petite sœur est morte, du Covid. Elle a tenu le coup, pendant 30 ans, hein, avec mon rein. 30 ans. Euh, C'était de la bonne qualité, hein, solide. Mais tu vois, moi, c'est mon père qui était comme ça. Tu vois, il avait fait la guerre, il avait vu des choses horribles, mais il avait toujours cet humour qui faisait on arrivait à passer, on riait. Et parfois, quand ma mère, elle essayait de nous frapper, la pauvre, elle me frappait avec sa pantoufle ou je sais pas quoi. Mon frère, il se mettait derrière et il faisait des signes et on rigolait. Tu vois. Travailler un peu plus fort, ça fait pas mal. Mais ça a eu des marques en moi. Il y a des marques qui ont fait que je suis ce que je suis. C'est tout. Voilà. Et c'est l'espoir que je peux donner par mon exemple, qu'il faut se battre, rien ne viendra tout seul, et que se battre, c'est le meilleur compagnon que vous ayez. C'est croire en vous. Moi, j'ai toujours cru en moi sans me faire de la littérature ou de quoi que ce soit. Mais ce que je voulais, j'y croyais. Et je crois à la justice. Je crois en l'humanité, bien que ça soit très, très perturbé en ce moment. Mais je crois en moi. Je crois que ça m'a donné, c'est mon père qui m'a donné cette confiance en moi, c'est les gens que j'ai rencontrés, c'est les livres que j'ai lus, c'est les professeurs, c'est l'enseignement, c'est les voyages aussi. Je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose qu'Argeux, hein, c'est sur terre, que je vivais dans un petit monde étriqué, mais il ne tenait qu'à moi de m'en sortir. Et bien sûr, j'ai pas mangé à ma faim, j'ai été seule. C'est la solitude qui m'a. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait vite des amis, mais c'est quand j'ai commencé à entrer à la fac, à retrouver là, j'avais des amis, il y avait même plein de professeurs qui revenaient d'Alger, tout ça, mais le côté chaleureux méditerranéen, mais il coûte trop cher pour l'accepter.
Faut rester à la maison, faut faire ce qu'on te dit de faire, faut raser les murs déjà en tant que fille, quand j'étais au lycée, les filles n'osaient pas sortir avec moi. Elles me dit: «Parce que tu provoques toujours des scandales». Oui. Dès que je sortais, tu voyais les mecs là, ils prenaient la rue et nous, on devait se raser et moi, un jour, j'ai dit: «Ben non, moi aussi» et paf, je me suis empaffée avec un mec. Il m'a dit: «Eh, fais attention». Je lui ai dit: «Mais toi, tu m'as pas vue?» Et alors la dispute et tout ça, alors il me fait: «Ah oui, il y en a qui nous dragouillaient, tu sais». Il y en a un, je lui ai pris la main, je lui ai dit: attends, écoute, les Américains, ils sont montés sur la Lune et vous êtes encore ps, ps, ps». C'est tu vois, j'avais un mépris pour ces jeunes qui ils foutaient rien, il me dit: «Pourquoi tu es à cette heure-ci, tu es dehors?» «Hein? Je travaillais. J'ai trouvé un boulot en informatique, très tôt». J'étais la plus jeune, informaticienne de toute, l'Algérie, puisque j'avais tout de suite, il y avait pas beaucoup de filles en informatique. J'ai eu mes diplômes très tôt, moi. J'ai donné des cours, des conférences en informatique à des vieux messieurs qui tenaient des entreprises. Alors, il y en a qui venaient me voir, ils me disaient: «J'aimerais bien que ma fille soit comme toi». J'ai dit: «Vous la laissez faire des études si vous voulez». Tu vois? Ils savaient que ah bah, voilà, il y a encore plein d'histoires. J'ai fait de l'alphabétisation à Nanterre, j'ai eu droit à des gens qui venaient, en retard au cours parce qu'ils allaient à la mosquée. Alors moi, il y en a un, il a frappé à la porte à 2h10. Le cours avait commencé à 2h. Il me dit: d'un air: «Toi, tu vas pas?» «J'étais à la mosquée». Je lui dis: «Moi, c'est moi ici le Dieu des maths. Dieu, c'est moi. C'est à 14h que la prière commence». Oui, mais j'avais aucun problème moi, hein. Faut, faut s'écouter, faut pas s'écraser. Et même si ça demande beaucoup de force, il faut le faire. Faut pas essayer de paraître, comme on veut que vous soyez, mais comme vous voulez être. Et j'en ai tiré une confiance, et je peux aider les autres. Je peux aider d'autres. Voilà, c'est ça ma façon de participer au monde. Voilà, tout en les choquant, mais j'ai choqué pas mal de personnes et je crois qu'elles sont encore en vie. J'ai la vie que j'ai voulu, malgré toutes les difficultés, toutes, hein, je dis bien, c'est les liens familiaux. Ça, c'est très compliqué. La culpabilité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de donner sans arrêt en espérant qu'on vous aime. Non. Aimez-vous vous-même. Et après, vous pourrez aimer les autres. C'est vrai. Faut commencer par soi-même. Faut s'accepter.